Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spécialement dédiée à l'alexandrin. Et puis, on va voir ensemble un petit peu d'histoire de l'alexandrin et surtout comment écrire un alexandrin. De nos jours, quand on pense l'alexandrin, on l'associe souvent au sonnet. Même si les deux paraissent de nos jours indissociables, ce ne fut pas toujours le cas. Le sonnet était également écrit en décasyllabes, c'est-à-dire un vers de 10 syllabes qui, dès le XVIe siècle, a laissé sa place à l'alexandrin. Mais alors, qu'est-ce qu'un alexandrin ? L'alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes que l'on peut fragmenter, séparer en deux parties de 6 syllabes. Chaque fragment d'alexandrin, donc c'est-à-dire le fragment de 6 syllabes, ça s'appelle un hémistiche. L'alexandrin tirerait son nom d'Alexandre le Grand, ce qui est encore controversé parmi les historiens. Quoi qu'il en soit, ce nom d'alexandrin fut l'objet de nombreux fantasmes et d'idéaux antiques. L'alexandrin vient en effet d'un recueil de légendes intitulé Le roman d'Alexandre, datant du XIIe siècle. L'appellation d'alexandrin, pourtant, n'a été désignée qu'à partir du XVe siècle. En France, c'était le décasyllabe qui était le vers usité, c'est-à-dire le vers de 10 syllabes. Globalement, on pourrait voir 4 moments clés de l'alexandrin. Tout d'abord, au Moyen-Âge. Alors, ce n'était pas vraiment l'alexandrin proprement dit, mais le dodécasyllabe, c'est-à-dire un vers de 12 syllabes, qui d'ailleurs faisait pâle figure à côté de l'octosyllabe, le vers de 8, ou du décasyllabe, le vers de 10. Nous avons vu qu'un alexandrin est composé de deux parties qu'on nomme hémistiches. Le passage d'un hémistiche à l'autre s'appelle une césure. Le dodécasyllabe médiéval, le vers de 12, qui faisait pâle figure devant les autres, est tout simplement dépourvu de césure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux hémistiches. C'est ce qui le différencie d'un alexandrin classique. On ne peut pas du coup l'appeler l'alexandrin. On l'appellera donc le dodécasyllabe médiéval. De 1445 à 1573, l'alexandrin se déploie, jusqu'à se différencier du dodécasyllabe médiéval pour devenir ce qu'Olivier Halévy appelle l'alexandrin renaissant. Dans sa thèse « La vie d'une forme, l'alexandrin renaissant », Olivier Halévy explique que le passage entre le dodécasyllabe et l'alexandrin s'est instauré officiellement avec l'historien Claude Fauchet. Les poètes, soutenant l'historien et voyant dans l'alexandrin le vers héroïque, ont souhaité égaler la grandeur de l'Antiquité en la réconciliant avec l'identité française. On estime que c'est en 1555 que la révolution métrique de l'alexandrin connut son apogée. C'est surtout, en vérité, depuis la Pléiade, avec des auteurs comme Ronsard ou Antoine Fouquelin, que l'alexandrin est proposé, sinon imposé, par ces deux poètes précurseurs et défenseurs de la langue française. Il semblerait, toujours d'après Olivier Halévy, que l'alexandrin soit la suite logique du déploiement de la métrique. Je m'explique. Au Moyen-Âge, le vers usité était principalement l'octosyllabe, donc le vers de 8. Puis le décasyllabe du moyen français, un vers de 10 syllabes. C'est enfin à la Renaissance que l'alexandrin revint en force, avec cette date phare et controversée, certes par certains historiens, 1555. De 1573 à l'époque romantique, c'est-à-dire au XIXe siècle, c'est l'alexandrin dit classique qui est utilisé tant au théâtre que dans les poèmes. Le classicisme est une période où les règles sont bien définies et permettent aux artistes de se développer en faisant preuve d'une certaine transcendance, notamment au niveau des tournures ou des règles, pas toujours respectées, il est vrai, mais qui exceptionnellement sont autorisées et ont une valeur de licence ou de liberté poétique. Enfin, à l'époque romantique, les poètes cessent de suivre les règles de l'alexandrin dit classique au nom de la liberté, de la modernité et de toutes les valeurs républicaines alors en vogue depuis la Révolution. Victor Hugo résume très bien ce courant avec ce vers très connu « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin ». Dans ce vers sans hémistiche, en 3 temps, l'auteur se plaît à démystifier l'alexandrin pour se différencier de l'alexandrin classique. C'est ainsi qu'on vit apparaître des rejets, des contre-rejets, et même parfois des enjambements. Certains poètes, prenant Hugo comme modèle, je pense à Verlaine ou à Rimbaud,
s'amuse également à tordre le cou à l'alexandrin en ne respectant plus la règle classique, à savoir l'hémistiche, la césure et le rythme quaternaire, on y reviendra, c'est-à-dire un rythme en 4 temps que l'on retrouve dans des vers classiques comme chez Racine. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Verlaine, par exemple, prend des libertés en rythmant l'alexandrin en 4 syllabes, puis en 8, comme dans ce vers. Et la tigresse, épouvantable d'Hyrcanie. Mais dès lors, les poètes se perdent dans leur propre jeu. Car à force de transcender les règles, on finit par faire tout et n'importe quoi, et les vers des romantiques, du moins dans leur construction et dans leur rythmique, n'ont plus rien à voir avec l'alexandrin classique, qui, rappelons-le, exige la césure et 2 hémistiches. En fait, les romantiques, voulant faire progresser l'art, ont finalement retrouvé une espèce de dodécasyllabe médiéval du XIXe siècle, avec la particularité d'avoir des rejets, certes, et des contre-rejets par exemple. Dans Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, à 17 ans, l'auteur écrit « Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. » Je courus est un rejet. Et ce vers ignore tout bonnement la césure puisque le rythme est de 3 syllabes, puis 9. Une autre caractéristique de l'alexandrin romantique est la présence, parfois, d'un E muet à l'hémistiche. Je m'explique. Une des règles de l'alexandrin classique est l'absence du E muet à l'hémistiche. Par exemple dans ce vers de Boileau. « Faites-vous des amis prompts à vous censurer ». Le mot « ami » à la césure est masculin car il ne finit pas par un « e ». La seule condition pour que le « e » muet soit accepté, c'est lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Comme dans ce vers, toujours de Boileau, « Avant donc que d'écrire, apprenez à penser ». Écrire est bien féminin puisqu'il finit par un « e », mais le mot suivant, apprenez, commence bien par une voyelle, donc le rythme des 2 syllabes est bien respecté. Je rajouterai que, à la césure, on doit faire une mini-pause. C'est très important et effectivement je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc je vais relire ce vers. « Faites-vous des amis, prompts à vous censurer ». Voilà, j'avais mis effectivement la pause sur prompt, peu importe. Maintenant que nous avons vu les bases de l'alexandrin, entrons dans le vif du sujet, à savoir l'écriture de ce vers majestueux. L'alexandrin est le vers parfait pour écrire des épopées, des pièces de théâtre, des sonnets, des quatrains. C'est un vers en réalité idéal car polyvalent, qui s'adapte au genre poétique choisi par l'équilibre qu'il offre. Cet équilibre tient lieu grâce aux 2 hémistiches, à la césure mais aussi au rythme quaternaire classique. Je vous invite tout d'abord à vous inspirer de l'alexandrin classique pour vous familiariser avec les règles et les principes traditionnels. Le rythme quaternaire, c'est le rythme en 4 temps que l'on retrouve par exemple chez Racine. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Souvent, la tonique, c'est-à-dire le temps fort que l'on marque, est à la 3e syllabe, c'est-à-dire à la dernière de chaque fragment de 4. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Mais cette tendance à force ennuierait évidemment le lecteur. C'est pourquoi cette tonique peut être ailleurs. Reprenons Racine. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Vous avez fait attention ? Dans ce 2e vers, la première tonique est à la 2e syllabe du vers. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Une fois que ce rythme sera acquis, vous pourrez vous faire plaisir en vous essayant en dodécasyllabe romantique du 19e donc, qui est plus libre dans sa forme. À ce propos, il me semble pertinent de faire une petite analogie entre l'histoire et la forme littéraire. De la Renaissance au XIXe siècle, ce fut la raison, l'intellect, la pensée, l'intuition qui étaient alors au cœur du discours. C'est là qu'on vit apparaître les règles classiques de l'alexandrin, équilibré dans sa forme, grand par nature, comme l'est la pensée, la raison. Au XIXe siècle, la monarchie tombe et la République est à l'œuvre. C'est alors qu'un nouveau courant artistique voit le jour, le romantisme. Celui-ci met l'accent sur le sentiment, l'émotion et l'imagination qui supplantent alors la raison. Nous savons tous à quel point le sentiment, l'émotion est volatile, que l'on ne peut s'y fier car il est impermanent et volubile, et qu'il semble échapper à la raison.
De même qu'une émotion est furtive, souvent confuse et irraisonnée, de même le vers de la poésie romantique est décousu, déstructuré, car il se veut fidèle à l'émotion du poète. Je vous invite à composer 2 poèmes qui disent la même chose, petit exercice, sous forme d'un quatrain. Un quatrain avec des alexandrins classiques, ce sera le premier poème, puis un quatrain avec des dodécasyllabes romantiques. Le premier mettra l'accent sur la raison, et ce de manière naturelle en réalité, si vous respectez les règles de l'alexandrin classique, et le second mettra l'accent sur le sentiment. Voyons maintenant 3 règles d'or pour écrire un alexandrin. Dès maintenant, les règles que je vais vous exposer sont toutes personnelles. C'est à force d'écrire et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas que j'ai décidé de respecter ces lois qui régissent la beauté de la composition poétique. La première règle, c'est de considérer chacun de vos vers comme des formules sacrées. Chaque vers doit contenir tout un monde, tout un univers à part entière. Il doit être porteur de sens et encore mieux, de symboles. Il est donc indispensable de se cultiver, de lire beaucoup d'auteurs, d'étudier la mythologie, les légendes et les histoires de son pays et de ses traditions. Pour qu'un vers ait la profondeur d'une formule magique ou sacrée, il est important, et même capital, que chaque mot soit le bon, et que chaque vers exprime une idée nouvelle. Et c'est là une erreur commise par les débutants, et également les paroliers médiocres du divertissement musical, il est vrai, à savoir, dans leur texte, l'idée est pauvre et répétitive. Vous devez faire tout l'inverse. Votre texte doit être un voyage dans lequel chaque mot exprime une idée qui fait avancer soit la pensée, soit l'émotion, soit l'histoire. La deuxième règle, c'est l'emploi indispensable de figures de style. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'ai d'autres vidéos sur les figures de style et d'autres qui arrivent. Mais voilà, une grande idée reçue dans les facultés de lettres, c'est de considérer que les figures de style ne servent à rien. Que l'écriture transcende les règles, et patati et patata. Bon, tout ça c'est du baratin, et surtout c'est une bonne excuse pour ne pas se donner les moyens de réussir et de produire des idées mémorables. Le style, en réalité, c'est ce qui vous différencie de moi, de la foule, et de tout un tas de gens qui pensent comme vous. Avoir un style, c'est très rare, et c'est pourquoi il est urgent de travailler sur son style, afin de se démarquer et de rendre ses idées mémorables. On passe directement à la troisième règle qui est en réalité la musicalité. Nous avons déjà abordé le rythme. Voyons à présent la musique produite par les alliances de mots. Un poème doit être plaisant au cœur et à l'oreille, comme disait Senghor. Lisez vos vers à voix haute et posez-vous les bonnes questions. Que ressentez-vous à l'écoute de vos propres vers ? Si vos propres vers ne vous émeuvent pas, il est peu probable que les autres le soient également. Agencez les mots entre eux jusqu'à ce que la forme serve le fond. Autrement dit, que la musicalité laisse couler le sens de manière naturelle. C'est là une chose importante. Votre vers ne doit pas être forcé, mais naturel. Comme si vous parliez à une divinité ou à quelqu'un que vous souhaiteriez séduire. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'aventure, je vous invite à rejoindre le Cercle des Poètes et bénéficier de ma formation gratuite pour écrire votre recueil en 60 jours et l'imprimer sans passer par une maison d'édition. Le lien est en description. Et enfin, je finirai cette vidéo par quelques petits alexandrins. Que le travail t'inspire et l'encre te repose, car enfoui dans la sueur toujours la vie s'impose. Poète, dans ta course oubliant de te taire, partage ton poème en un beau commentaire. C'était Jordan, prenez bien soin de vous, ciao.